Alors bonjour, je m'appelle Sarah Fali, donc je suis psychologue au CHU. Ah oui, je suis psychologue au CSU et également enseignante dans un collège périurbain à côté de Montpellier. Et je travaille sur le projet Bootstrap. En fait, je fais la liaison entre les collèges et l'équipe de recherche. Alexandra. Moi, du coup, c'est Alexandra Faucla. Je travaille en tant qu'attachée de recherche clinique avec Yann et Sarah. Et je suis encore à la PAC. Donc, une équipe avec des juniors aussi. Et moi, je suis Diane Purper-Waki. Je suis la chef de service du service de médecine psychologique de l'enfant et de l'adolescent, qui se trouve en fait juste en face, à Saint-Éloi. Et je suis aussi une coordinatrice d'un axe INSERM autour de tout ce qui est évaluation d'interventions thérapeutiques et préventives dans le champ de la santé mentale et voilà. Et donc le projet Bootstrap, on voulait vous présenter un peu ce projet-là en le contextualisant quand même un petit peu par rapport aux éléments que vous connaissez peut-être pas encore tout à fait, qui sont les éléments vraiment d'actualité autour de la connaissance scientifique qu'on a actuellement. Et je vais essayer de m'adapter à la fois aux parents et aux jeunes, mais le diaporama est un diaporama qui est quand même plutôt un diaporama complet. Alors il y a des points qu'on peut... n'hésitez pas du coup à m'interrompre, à poser des questions. Je vais essayer de temps en temps de m'arrêter pour vous faire réagir ou poser des questions. Voilà. Donc l'idée c'est que ce soit compréhensible pour tout le monde. Alors, est-ce que vous êtes bien installés? Oui, presque. Si vous pouvez faire passer la chaise. Il y a une chaise là, il y a une chaise ici. Voilà. Tu peux t'asseoir sur la... Floriane, tu peux t'asseoir sur la table si tu veux. Donc du coup, déjà merci beaucoup d'être venus et d'être aussi nombreux. Je suis ravie de vous voir autant de monde. Parce que c'est vrai qu'on essaye de sensibiliser les jeunes et les parents à ce projet-là. Et alors par contre, c'est par là que je... Ouais, voilà. Alors qu'est-ce que c'est que le projet Bootstrap? Bootstrap, c'est un projet qui a été financé par l'Union européenne. Juste pardon, moi je l'ai appelé Team Numérique. Oui, parce que c'est plus clair pour les enfants, voilà. Ouais, okay. C'est pour ça que Bootstrap, c'est vraiment le nom européen. Voilà, c'est le nom officiel du projet et vous verrez beaucoup dans les documents officiels ce nom qui est un peu compliqué, mais qui est le nom officiel. Et l'idée, c'est que c'est un projet qui a été donc financé par l'Union européenne dans le cadre en fait d'un projet autour des interventions de prévention en santé. En fait, l'idée c'est que on va essayer de développer un projet sur plusieurs années, en sachant que moi je vais vous donner une idée du projet global, mais après je vais beaucoup parler de la première année vraiment de la mise en place du projet qui va vraiment débuter l'année prochaine à la rentrée de septembre. D'accord? Donc on est en fait dans la phase de préparation et d'explication autour de ce projet. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est mieux comprendre les facteurs qui sont liés à l'utilisation problématique d'Internet, parce qu'on sait qu'il y a des utilisations qui sont parfaitement, on va dire, inoffensives, et il y a des utilisations qui sont problématiques, soit parce qu'il y a des problèmes avec les contenus qu'on regarde, ou alors avec des problématiques plutôt liées à la durée ou aux modalités de consommation. On va y revenir un petit peu. Par exemple, quand on consomme au lieu de dormir, quand on est sur Internet au lieu de dormir, ça va poser des problèmes. Quand on passe énormément de temps au lieu de faire des choses importantes pour sa vie, ça peut poser des problèmes aussi, d'accord? Mais on n'est pas non plus en train de dire que ça doit jamais s'utiliser ou quoi que ce soit, c'est dans notre vie et on n'est pas là pour diaboliser les choses, mais pour mieux comprendre. Donc on veut mieux comprendre les histoires d'utilisation problématique, qui est à risque, pourquoi, quels sont les facteurs de protection, quels sont les facteurs de risque, et ensuite, les années d'après, une fois qu'on aura ces informations-là, on cherchera à développer une intervention qui est destinée
aux adolescents pour qu'ils aient un meilleur contrôle sur leur propre consommation d'Internet. D'accord? Donc il y a vraiment deux grands aspects dans ce projet-là. Alors si vous êtes encore au collège dans 2 ans ou dans 3 ans, vous pourrez peut-être participer à toutes les étapes. D'accord? Mais en fait, pour certains, ils feront peut-être juste la première. Donc l'utilisation problématique d'Internet, je vois qu'il me manque un E. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle pas, dans le grand public, on dit souvent addiction aux écrans, etc. Mais c'est scientifiquement pas comme ça que le problème se pose. Il n'y a pas de critères scientifiquement établis d'addiction, d'accord? Par contre, il y a ce qu'on appelle de façon plus descriptive une utilisation problématique, c'est celle qui est associée à des conséquences néfastes. Les conséquences néfastes, conséquences négatives, c'est des conséquences pour la santé et c'est des conséquences pour la scolarité et le fonctionnement social parfois aussi. Alors, on sait qu'à peu près 30% des collégiens, ils ont ce type d'utilisation en Europe dans les études dont on dispose actuellement. 30%, c'est quand même pas mal. Donc déjà, bon, on a quelques critères aussi qui sont présents au niveau de l'addiction comportementale, mais ayez en tête que ça se définit plutôt comme l'utilisation problématique. Et ça, c'est un peu tous les risques qu'on a. On a des risques pour notre santé mentale quand on est trop fort consommateur, et c'est pas que les jeunes, hein. Je nous inclus adultes là-dedans, parce que c'est également vrai pour les adultes. Il y a des risques d'avoir un moral qui est pas très très bon. On a un risque de se décrocher socialement et de devenir anxieux dans les contacts sociaux, d'accord, puisqu'on n'est plus habitué tellement qu'on n'est que en virtuel, d'être vraiment en contact avec les gens vraiment. On peut avoir des risques alors là, on peut avoir des risques d'addiction aux jeux, par exemple. Vous savez qu'on peut être accro aux jeux d'argent ou aux paris. Vous avez peut-être entendu parler des paris sportifs. Il y a des gens qui développent vraiment des addictions comportementales à ce type de comportement-là. Et puis, on peut avoir même des comportements encore plus problématiques. Pour la santé physique, on a un risque qui est très très bien démontré sur le surpoids, l'obésité, d'accord, devenir, voilà, avoir des kilos en trop parce qu'on est trop assis, on ne bouge plus assez, on est trop devant les écrans et du coup on va pas assez bouger et prendre du poids. On a des problèmes parfois de sommeil et parfois on a des atteintes des muscles et des os parce qu'on a des mouvements trop répétitifs en cliquant. Ça c'est typiquement les gamers qui peuvent avoir ça. On a des problèmes d'interaction familiale parce qu'on a des conflits autour des usages des écrans. Alors, je ne sais pas, hein, c'est fréquent et c'est vrai que parfois, on a des jeunes qui vont plus vouloir manger avec la famille, tellement ils sont accros dans le sens, pas vraiment addiction, mais ils sont très accrochés par les écrans. Donc, on a des problèmes aussi de conflits à l'intérieur des groupes de jeunes, et puis on a des problèmes de stigmatisation, de diffusion des rumeurs, tout ça c'est problématique. On a aussi, bien sûr, des conséquences parfois en termes de baisse des performances scolaires, etc. Et puis, on est au contact parfois de données qui ne sont pas toujours très bien vérifiées, hein, des fausses informations, on va dire, c'est ce qu'on appelle l'infodémie, surabondance des données et surabondance d'informations pas toujours très bonnes. Alors, chez les ados plus particulièrement, ce qu'on sait maintenant, c'est que vraiment sur le bien-être, il y a des conséquences, elles sont pas massives si vous voulez, mais elles existent quand même. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a probablement un effet dose, c'est-à-dire qu'il y a probablement quelque chose comme une utilisation intermédiaire qui est assez optimale. Et par contre, quand on commence à augmenter les doses de consommation d'écran, on va dire, il y a des répercussions qui arrivent. L'effet varie d'un adolescent à l'autre, mais ça c'est normal, on n'est pas pareil les uns les autres. Et c'est pour ça aussi qu'on veut savoir qui est le plus à risque pour les comportements plus problématiques. Et puis on avait dit, les troubles du sommeil et les troubles de l'humeur, c'est probablement ce qui arrive un peu en premier. L'obésité et aussi la myopie, ce sont les autres facteurs qui sont bien montrés pour la santé. Alors, et je vais m'arrêter après sur ça,
c'est vrai que les usages ne sont pas les mêmes. On a plus de problèmes quand on a des usages complètement passifs. C'est-à-dire quand on fait que consommer, 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 et on n'est pas acteur, on fait rien. D'accord? C'est moins problématique probablement d'avoir un rôle un peu plus actif. Alors ça, je vous mets pas ça. Je vais peut-être passer un petit peu, à moins que vous ayez peut-être déjà des questions là, je vais peut-être m'arrêter avant de trop parler. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Quand vous dites qui est le plus à risque, Oui. c'est-à-dire que vous voulez savoir les comportements, quels comportements ou, Oui. ou Tout. les Alors, autres choses je vais vous dire. En fait, ce qu'on veut faire dans la première année, c'est qu'on voudrait identifier les types de consommation problématique, parce qu'on pense, les études antérieures nous montrent qu'il y a probablement deux types de consommateurs, très schématiquement. Un jeune consommateur qui ne sait pas s'arrêter et qui a des problèmes de, on va dire, freinage du comportement. Et ça, c'est très très en lien avec l'impulsivité. Et il y a des jeunes qui ont des surconsommations plutôt liées aux réseaux sociaux et aux histoires de, on va dire, être tout le temps à la recherche du contrôle des informations, y compris sociales. Ça, c'est beaucoup des profils plus qui sont parfois un peu plus en lien avec l'anxiété et le fait d'avoir peur de rater quelque chose. Et notamment dans les relations sociales avec les copains et les copines. D'accord? Donc des personnes qui sont qui ont tout le temps besoin d'être connectées, mais plutôt socialement. Les autres, c'est plutôt les joueurs. Vous voyez les deux types de profils-là. Et d'abord, on aimerait mieux comprendre et voir si ces études ont beaucoup été faites dans d'autres pays que la France. Et là, on a la chance d'avoir une étude en Europe. Donc, on devrait pouvoir aussi regarder les différences entre les pays, d'accord? Et des choses comme, par exemple, les différences en termes de, par exemple, les jeunes, est-ce que les jeunes ont une activité sportive? Est-ce que les jeunes ont des activités de loisirs? Ça rentre dans les questionnaires qu'on va poser. Et ça, je vais vous expliquer plus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que les jeunes, vous avez des questions, par exemple? Non? Est-ce que c'était clair? Parce que je parle, mais ça va? Ok. Parce que, moi aussi j'ai des étudiants, mais mes étudiants, c'est des étudiants en médecine, ils sont un peu plus vieux. Donc j'essaye de m'adapter, je ne veux pas aller trop vite ou vous perdre dans mon propos là. Alors, vous savez probablement qu'il y a eu une remise tout à fait récente, fin avril, d'un rapport au président de la République sur la consommation des écrans. Donc je voulais vous faire un petit flash d'infos là-dessus pour que tout le monde soit un peu au courant des conclusions de ce rapport. Alors évidemment, ça c'est pas une surprise, l'univers des jeunes, le numérique, il a une place très importante et ils reprennent ce que je viens de vous montrer, les risques sur la santé, beaucoup sur sommeil, sédentarité, activité physique, obésité et aussi la vision. Sur le neurodéveloppement en tant que tel, c'est pas très bien connu en termes de causalité. On pense que vous savez qu'à un moment donné, il a été beaucoup question de est-ce que l'exposition aux écrans chez les enfants très jeunes entraîne des risques sur l'autisme ou des choses comme ça, ou sur l'hyperactivité. C'est peu. Alors actuellement, on a peu d'arguments scientifiques pour penser que ce soit un risque causal. D'accord? Les études sont des études d'association, mais elles sont, on va dire, pas concluantes scientifiquement. Alors, la notion d'addiction aux écrans, le rapport reprend ce que je viens de vous dire. Elle n'est pas bien étayée scientifiquement, donc on évite un peu ce terme, mais certains peuvent être plus vulnérables aux effets négatifs. Okay? Donc, c'est ça les différences individuelles. On n'est pas tous dans le même moule, on n'a pas les mêmes facteurs de risque. Il y a des gens qui ont des facteurs de risque pour devenir, je ne sais pas, peut-être avoir des problèmes de sommeil ou avoir des problèmes alimentaires, et d'autres ont des facteurs de risque d'utilisation problématique des écrans. Donc c'est des facteurs de risque individuels et ceux-là on veut mieux les connaître. Et puis évidemment ils font beaucoup le lien avec le problème des accès au contenu problématique. Donc le fait qu'un jeune peut aller sur par exemple YouTube et mettre un mot-clé et tomber sur un truc hyper choquant.
D'accord, ça peut-être ça vous est déjà arrivé aux uns et aux autres, et c'est des choses dont il faut qu'on parle. Et l'autre chose qui parle beaucoup dans le rapport et qui est tout à fait vrai, justifié, c'est qu'ils mettent ils essayent d'attirer l'attention sur le fait que quand même, derrière, il y a des sociétés qui ont des exploitations commerciales des données et qui ont des exploitations commerciales de votre temps d'attention. D'accord? Parce qu'ils vous inondent de publicité et d'autres contenus. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc ça, c'est l'autre... voilà, donc en fait, l'idée, c'est que quand même, peut-être, les pouvoirs publics puissent avoir un peu plus de possibilités de régulation, en tout cas sur les contenus, avoir un peu plus aussi de contrôle parental, notamment pour les contenus qui peuvent être choquants, ou les comportements, bien sûr, des personnes qui utilisent les écrans pour appâter les jeunes dans des histoires de... Voilà, voilà, vous doutez bien, peut-être vous attirer dans des relations dangereuses, ce genre de choses. Donc, et puis, ils font, ce que font beaucoup les rapports, c'est ils essayent de mettre des recommandations sur la progressivité des âges d'exposition et à quel type d'écran, etc. Donc, eux, dans ce rapport-là, ils recommandent pas de téléphone portable avant 11 ans, pas de smartphone avant 13 ans, et les réseaux sociaux plutôt 15 ans qu'avant. D'accord? Oui, ils sont ambitieux là, hein. Je ne sais pas si ça vous semble réaliste. Ça vous semble réaliste d'ailleurs? Moyennement. Bon, les avis sont mitigés. Ouais. Non, ouais. Je suis pas sûre d'avoir respecté ça avec les enfants. Complètement, mais là, il y a prescription, on va dire. Mais en gros, l'idée quand même, c'est, en tout cas, le fait qu'il y ait des alertes sur les conséquences potentiellement négatives, ça ressort bien dans ce rapport aussi. Et après, il y a beaucoup l'accent sur la formation et l'accompagnement. Et là, c'est vraiment, on est dans le cœur du sujet aujourd'hui, dans le projet qu'on vous présente. Et puis, bien sûr, le modèle de l'exemple de l'adulte, hein, là aussi, c'est quand même un point important. Et la mise en place d'une stratégie globale, financement d'actions publiques, les sanctions pour l'industrie numérique qui ne respecteraient pas des codes de sécurité, par exemple, ce genre de choses. Alors, le projet Bootstrap, maintenant, c'est quand même globalement, l'idée, c'est que ce soit des interventions de prévention, mais des interventions de prévention qui soient adaptées à la personne. D'accord? C'est ça l'idée de Bootstrap. C'est pas une intervention généraliste, la même pour tout le monde. C'est l'objectif final, c'est d'avoir une intervention qui correspond au niveau d'utilisation et au niveau du profil consommateur. Ok? Ça, c'est un truc qui va prendre beaucoup de temps à élaborer, mais vraiment, on pense que c'est ça qui est plus intéressant que de faire un truc pour tout le monde, le même pour tout le monde. Ok? Des questions là? Non? Ça va? Bon. Alors, je reviens. On a vu ça. Je vais passer un peu et je vais passer. Moi, je voulais rajouter que quand on disait Bootstrap, c'était quand même l'histoire de l'application. Oui. Parce que c'est pas forcément. Je vais y venir. Je vais passer un peu là-dessus parce qu'au fond, je vous ai déjà un peu expliqué ça. On veut une base de connaissances sur les facteurs de risque et de protection d'utilisation problématique d'Internet et pour construire l'intervention qui va venir après. Donc on veut évidemment détecter les seuils critiques de à partir de quand la durée devient problématique, à partir de quand les contenus sont problématiques et les modalités de consommation. Par exemple, quand on consomme le soir, Internet, c'est peut-être pas la même chose que quand on fait une recherche ciblée sur un thème précis pour la classe, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Oui. Moi j'ai une question par rapport aux contenus du biais qui peuvent tomber sur des contenus problématiques, donc on voit bien de quoi on parle. Mais est-ce que vous pensez que les adultes qui accompagnent ont eux-mêmes conscience du danger que ça peut représenter? Quand vous dites les adultes qui accompagnent, les adultes qui accompagnent les enfants, les parents, oui. Vous voulez dire que la prévention pourrait aussi concerner les adultes qui accompagnent. Moi, j'ai l'impression que s'il y a une dérive, un risque, un danger par rapport à ça,
c'est souvent Parce qu'on ne fait pas attention, vous voulez ouais, dire parce que je pense qu'on n'a pas suffisamment conscience de ce qui se cache derrière parce que c'est un écran et que, Oui. et que beaucoup se sentent protégés. Oui, oui, je suis bien d'accord. Ça concerne par exemple ce qu'on met sur les réseaux sociaux et qui vient en boomerang parce qu'on n'a pas fait attention au contenu qu'on a partagé, ce genre de choses. Oui, je suis d'accord, bien sûr. L'idée, c'est que on mais ce que je veux aussi dire, c'est que les parents ne sont pas derrière leur enfant et sont pas, même s'ils sont très très bien intentionnés et cherchent à gérer, il y a des contenus, il y a des situations dans lesquelles les enfants sont seuls. Et là, en fait, on veut leur donner des outils pour qu'ils puissent réfléchir et pour qu'ils puissent se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait là et comment je peux trouver de l'aide et est-ce que ça, c'est pas problématique? Voilà, c'est ça, c'est éveiller un peu l'autocontrôle et la conscience personnelle. Parce que c'est très très bien que les parents soient en vigilance, mais parfois, même si vous êtes en vigilance, il y aura quand même une exposition. Hein, enfin, ça risque. Et en effet, mais c'est vrai que vous soulignez le rôle des parents, c'est important. Donc on a dit identifier les facteurs de risque et protecteurs et identifier aussi, alors ça c'est un objectif plus large, mais le coût communautaire et sociétal, on va essayer aussi de l'explorer. Et on veut bien sûr favoriser ensuite l'autogestion saine à partir des approches personnalisées. Donc ça c'est le développement des interventions préventives. Et ce qu'on veut vraiment faire, c'est donc matcher les interventions au style de consommation. C'est-à-dire qu'on vous propose quelque chose de pertinent par rapport à votre consommation. Alors, je vais aller assez vite sur la politique. Là, on s'en fiche un peu, je vais passer. Ça aussi. Pourquoi s'impliquer? Alors, ça, c'est vraiment autre chose. C'est qu'est-ce qui peut peut-être être intéressant à un stade pour vous très précoce de ce projet-là, puisqu'on n'est pas encore en mesure de vous proposer l'intervention elle-même. On va vous proposer l'étape d'avant, qui est déjà comprendre les profils de consommation d'Internet. En fait, c'est quand même participer à un programme européen, en sachant que les participants vont être certifiés pour leur participation. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez plus tard à remplir un CV, que vous voulez, par exemple, remplir votre dossier pour vos études supérieures, etc., ce genre de participation est extrêmement valorisé quand même dans les parcours, on va dire, quand on recherche des stages. C'est dans la partie engagement, en fait. Ouais. C'est-à-dire que là, nous, on a une partie dans le bulletin, déjà parce que dans le bulletin, on a une partie engagement, ce qui veut dire que c'est valorisé, c'est écrit, il pourra y avoir, enfin voilà, il y aura un certificat qui sera édité, voilà, si l'enfant elle a fait 1 an, 2 ans ou 3 ans de participation, sachant que c'est pas toutes les semaines, c'est pas ce qu'il faut le VIH, c'est pas du tout la même chose, et puis il n'y a pas de notes, c'est vraiment des interventions ponctuelles, voilà, avec leur relation. C'est ça. Donc voilà, l'idée c'est aussi bien sûr à être dans un réseau d'autres établissements à travers toute l'Europe, et je vais vous montrer tout à l'heure les pays participants. Il y a des élèves qui seront des participants de la recherche, et puis il y a même aussi des élèves qui peuvent être des ambassadeurs, c'est-à-dire des personnes qui viendront un peu en amont participer à nos réunions en visio avec les autres élèves des autres pays pour préparer en fait les phases actives du projet. D'accord? Donc ça, on a la possibilité d'avoir 2 ambassadeurs par établissement scolaire. Voilà, si ça vous intéresse d'avoir un rôle encore un peu plus actif, c'est possible aussi. Donc, bien sûr, on veut aussi développer les connaissances relatives à Internet par les collégiens, parce que quand même, on va beaucoup leur en parler et contribuer au développement des connaissances. Alors, le rôle de l'établissement scolaire, je passe parce que c'est pour vous, et vous le savez déjà. Donc ça, c'est les 3 années et les trois projets, mais je vais vous les détailler autrement parce que la diapo est un peu, voilà, un peu confuse. Donc, que devront faire les élèves? Je vais vraiment faire année après année. La première année, c'est ce qu'on fait cette année en fait, c'est-à-dire la préparation des phases vraiment actives. Donc on rencontre les collèges, on rencontre les parents, on rencontre les jeunes. On a déjà eu une première réunion avec des ambassadeurs parce qu'il y a un collège qui nous a
déclaré très très rapidement qu'il voulait participer au projet. Donc on a déjà emmené un jeune à une réunion au Royaume-Uni avec un principal d'établissement qui est venu avec nous. Ça, c'était, normalement c'est les enseignants qui viennent, mais là c'est le principal. Le prof principal qui devait venir était malade, donc c'est le principal qui est venu, c'était bien aussi. Et on a eu une réunion des ambassadeurs avec l'équipe de recherche pendant 2 jours pour discuter. En fait, on a fait tester l'application qui sert au recueil de données. D'accord? Donc on a déjà commencé à tester avec un groupe de jeunes cette application qui s'appelle Bootstrap. Pour le coup, c'est l'application de Bootstrap. On a commencé à installer et la tester. Après, ici, ils ont quand même eu cette... Vous avez déjà le lien. Enfin, certains ont eu le lien. Il y en a qui ont voté, hein. Vous avez voté à certains l'ont chargé. Oui, c'est vrai qu'on avait déjà un peu tout ça, voilà. Ok. Ils ont fait ça. Ils ont fait la visio aussi avec... ils ont déjà eu mardi la visio. Donc vous avez déjà été un peu participé dans les premières étapes. Donc cette application que vous avez testée maintenant, elle va être un peu plus jolie parce qu'on a travaillé avec les autres jeunes quand on s'est rencontrés pour avoir une animation qui soit un peu plus sympa, qui soit moins, qui soit plus ludique. Et on va commencer au fur et à mesure à faire l'installation de l'application, mais elle sera inactive. En fait, pour activer l'application, il faudra, au-delà de la phase test, parce que là vous avez une application, pour ceux qui l'ont installée c'était la phase test, et il n'y a pas du tout de recueil de données. Et à la phase après de recueil de données, ça ce sera à partir de septembre, dans l'année 2. En fait, pour activer, une fois que l'application est sur le portable, pour qu'elle soit active, il faut que les parents autorisent en fait l'application à fonctionner avec un code qu'il faudra mettre dedans. Donc c'est ça c'est en fait notre façon de déclencher le consentement parental. Voilà, c'est la modalité qui a été proposée. Alors on vous demandera aussi de retourner un document d'autorisation papier si vous voulez, mais le réel démarrage du recueil de données, c'est que quand le code parental rentre dans l'application. Et ça, ce sera à partir de septembre. Et en fait, comment ça va se passer? L'application, pour ceux qui l'ont testé, vous avez vu qu'il y avait des questions. Et puis, il y a des jeux aussi. Je ne sais pas si vous avez pu faire les jeux. J'ai pu Toi, tu as réussi, pu faire le jeu? Ouais, le foot. Avec le foot? Ouais. Et j'ai fait l'autre jeu pour aussi. Ouais, il y a 2 jeux. Ouais, je pense que j'ai fait les deux. Tout à fait les 2. Ouais. Okay. Donc, ces jeux-là, ils servent en fait à tester en gros, la concentration, l'attention aux distracteurs, ce genre de choses. Hein. Donc, c'est des jeux qui sont assez basiques, on va dire, mais qui nous permettent d'avoir certaines informations complémentaires au questionnaire. Donc, ce qu'on demande aux jeunes de faire, c'est il y aura 3 grosses sessions d'évaluation, une tout au début du démarrage de l'étude, une à 3 mois et une à 6 mois, où on demande quand même un temps relativement conséquent de réponse au questionnaire, et ça on fera très probablement directement en classe. Donc ce sera un jour où on vous demandera aux jeunes de venir avec le portable et l'application installée et le code parental pour ceux qui veulent participer. Et ça, cette étape un peu longue, je pense que le mieux c'est de le faire pendant 1 heure de cours. 3 fois. Alors, c'est sur une période de 6 mois. Parce qu'on n'a pas du tout de réseau. Vous n'avez pas... Ah, vous n'avez pas de réseau? Il y a du réseau pour certaines personnes au collège. Moi j'en ai aussi. Bah alors, c'est vraiment, je crois qu'il n'y a que Orange qui l'a. Ah oui. Ouais. Donc, moi, j'ai pas de réseau dans ma classe. Ah, d'accord, donc c'est dépendant du... Mais ça doit dépendre des classes aussi. Et ça dépend du groupe. Ouais. Il y a des endroits où ça capte, après il y a des endroits où Bon, il va falloir... Ça sera un petit problème de... Voilà, il faudra vraiment que j'en parle en amont. Ok, oui. Oui. Pour le coup, voilà, les iPhones sont conseillés à partir de 13 ans et mon fils en a 11 pendant le En effet, c'est une bonne question. c'est pas au courant Là, on va dire qu'on a une exception. Vous avez, donc il y a aussi peut-être des jeunes... Alors, ah oui, c'est la question du téléphone parental en fait, c'est ça? Oui, de l'application. Oui, en effet. Et écoutez, oui, c'est une bonne question, parce qu'en effet, les plus jeunes vont peut-être être plusieurs dans ce cas-là, tout à fait. On va reposer la question
à l'équipe de coordination du projet pour vous donner une réponse satisfaisante. Je suppose qu'il y a des modalités et que d'autres équipes vont avoir le même souci, mais je pourrais vous donner une réponse, je préfère vous donner une réponse un peu concertée là-dessus, sur l'utilisation. En gros, est-ce que l'utilisation du téléphone parental est réellement faisable ou pas? Parce que en fait, il y a la première phase, c'est comment dire, il y a plusieurs types de recueil de données. Il y a les questionnaires. Après, il y a des petits trucs de notification où on demande 5 minutes de temps en temps pour les recueils d'informations un peu au jour le jour. Alors, c'est pas tous les jours nécessairement, mais c'est par moment, c'est 5 minutes. Je crois que c'est la première semaine après la première évaluation et tout à la fin. Donc là, les jeunes répondent le soir, en fait, lorsqu'ils reçoivent une notification. Et l'autre truc, c'est le recueil passif d'informations. Donc ça, c'est le problème qui risque de coincer parce que on va aussi recueillir l'application sur le téléphone, elle va recueillir les trucs que le téléphone fait d'habitude d'ailleurs, qui est le nombre de pas, le temps de connexion. Vous voyez ce genre de truc? C'est-à-dire votre application santé dans votre téléphone. Vous voyez ce genre de données-là? Ce sera notre consommation. Oui, c'est ça qui pose problème. C'est pas le questionnaire, mais c'est le côté recueil passif. Donc il faut que je sache si on peut avoir des exceptions, c'est-à-dire des jeunes où on dira ce participant-là n'a pas de recueil passif, il fait que les questionnaires. C'est ce que je dis, c'est bien. Bah, Suivre tout le projet. On a quelques mots, c'est un peu déclaré. Ah oui, oui. Non, mais je suis. C'est une bonne idée de ne pas avoir de téléphone. Hein. Oui, oui, oui. Non, mais non, on va pas pour l'étude. on va pas vous inciter à faire ce qu'on n'a pas dit qu'on ferait. Mais oui, l'idée, c'est peut-être qu'on peut négocier quelque chose comme ça. Mais il faut qu'on pose la question. Oui. Moi, c'est la question. Quand vous dites pas de réseaux sociaux avant 15 ans, c'est dans. C'est pas moi qui le dis. Oui, c'est le rapport des experts et tout. Mais oui. bon. Enfin, oui, mais c'est la recommandation. C'est du moment où on regarde ce qui se passe qu'on poste des informations dessus. Je pense que l'idée, c'était général. Ouais. Ok. L'idée, c'est général. Ouais, ouais. Mais on ne vit pas dans un monde complètement normatif et complètement parfait. Donc, on sait aussi que, voilà, il y a des... L'idée, après, c'est d'être au maximum protégé des risques. Et je pense que quand des collègues, des scientifiques essayent de faire des recommandations qui valent un peu pour tout le monde, ils ont tendance, du coup, à mettre les niveaux de protection assez hauts. D'accord? C'est ça l'idée. Après, je ne vais pas trop m'étendre là, mais vous voyez que l'étape d'évaluation, c'est du coup des questionnaires, le recueil passif d'informations. Alors attention, on n'a pas accès au contenu. D'accord? Les contenus eux-mêmes, la seule information qu'on a sur les contenus, c'est ce que les jeunes nous disent sur les questionnaires. Mais on a, par exemple, on ne peut pas savoir ce que vous mettez comme information. Si vous mettez un post, on ne verra pas ça du tout. Et ni à l'identité, je crois. Hein. Alors, on est bien aucune RGP, identité. voilà, on est C'est RGPD, hein, ça veut dire totalement l'élève anonyme. A ou l'élève Oui, 3 c'est de totalement... Voilà, c'est dans un cadre très RGPD. On ne peut pas vous identifier, on ne peut pas identifier ce que vous mettez dans les trucs. On pourra juste dire, voilà, et ça, vous pouvez avoir un retour sur, et d'ailleurs c'est prévu dans l'application. L'application, elle va pouvoir vous dire ce que fait d'ailleurs le téléphone de façon un peu générale, c'est aujourd'hui ta consommation est à ce niveau-là, et un peu comparatif aussi par rapport aux autres jeunes. À la fin de la session, l'application vous dira où vous en êtes par rapport aux autres jeunes de l'étude. Est-ce que vous consommez moins, plus? Est-ce que, voilà, sur quel type qu'est-ce que vous consommez par rapport aux autres? Où vous en êtes par rapport aux jeunes de votre âge? Ouais. Mais ça, par exemple, ça va vous dire tant de réseaux sociaux, mais c'est pas quel réseau social, voilà. C'est tant de réseaux sociaux ou tant d'activités sur, je sais pas, des jeux, des choses comme ça. Ça reste ça reste quand même assez général. Mais ça va. Et puis les questions, alors les questions, à quoi elles ressemblent? Les questions, c'est beaucoup sur la santé et c'est beaucoup sur vos habitudes de vie. C'est voilà, est-ce que vous, quel genre de loisirs vous avez, dans quelle classe vous allez,
voilà, comment, je sais pas, quel est votre réseau de copains et de copines. C'est des questions pour essayer de mieux vous connaître, mais on ne peut pas vous identifier. Oui. Est-ce qu'elle prend beaucoup de place ou pas l'application? Oh là là, oh la question technique. J'ai aucune idée. Bonne question, excellente question. Je crois qu'il faut me noter les questions. Il y avait la question du téléphone parental. Ok, et la question de la taille de l'appli. En tout cas, elle est rentrée sur mon téléphone. Non, elle n'est pas. Ça doit aller parce que je suis plein cagué, donc ça ne devrait pas prendre trop de place. Ensuite, l'étape. Alors, je vous donne pour information les autres années, ce qui va se passer. Quand on aura le recueil de données de cette année d'évaluation, on va construire l'application d'intervention. Parce que pour l'instant, on est en train de construire l'application d'évaluation. On construira l'application d'évaluation d'intervention plus tard. Donc ça, c'est l'intervention préventive. Et ensuite, on va la tester. D'abord, on voudra la tester pour savoir est-ce que les jeunes l'utilisent facilement, est-ce que c'est compréhensible, ou est-ce que ça ressemble à rien, est-ce qu'il faut... Et là, on attend que les jeunes nous fassent des retours d'informations sur comment ils trouvent l'application, etc. Ça, c'est l'étape de faisabilité. Et l'année d'après, là, pour le coup, c'est vraiment la phase de test en tant que telle. C'est-à-dire que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Je vous ai dit que l'application, elle va contenir en fait deux types d'interventions. Une intervention pour les jeunes qui ont des profils plutôt impulsifs de consommation et les autres qui ont plutôt des profils compulsifs de consommation. C'est les deux profils dont je vous parlais tout à l'heure. Et on va du coup faire 3 groupes. Un groupe de jeunes qui va tester, utiliser en fait là pour le coup l'intervention A étant celle pour les consommations plutôt impulsives pendant une période donnée. Un autre groupe qui va tester l'intervention B, c'est-à-dire pour les profils plutôt anxieux et un peu plus compulsifs dans leur consommation. Et puis le troisième groupe va avoir une intervention qui va correspondre au profil de consommation, parce qu'on fera, avant cette étude de truc, on refera un profil individuel. D'accord? Et donc, on va avoir un troisième groupe qui va avoir l'intervention personnalisée sur son propre profil de consommation. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes ont des profils problématiques. Ça veut dire que juste, on va extraire même des profils qui sont des profils de consommation tout à fait normales, sans problème particulier. On va quand même essayer de matcher au mieux. Et on fait ça avec des algorithmes qui nous permettent de personnaliser les choses. Vous savez que ça, c'est le grand... Actuellement en médecine, globalement, c'est le plus grand, on va dire le plus grand débat et le plus grand focus de la recherche actuellement, c'est de développer les interventions personnalisées. C'est-à-dire qu'on veut essayer d'être le plus près possible des besoins des personnes et pas juste une intervention pour un groupe comme ça. D'accord ? Ça, c'est vrai dans toutes les branches de la médecine et de la psychologie et aussi dans notre domaine. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de participer à tout ça. Vous n'êtes d'ailleurs obligé à rien du tout. Donc, on peut faire les années indépendamment les unes des autres. Ou alors, on peut tout enchaîner si on est, si on est encore jeune dans le collège, on va dire. Les ambassadeurs, je vous en ai dit un mot. Donc, il y a les ambassadeurs élèves et les ambassadeurs enseignants. Voilà. Voilà, il y a aussi Madame Oro, la professeure de SVT, et Madame Bell, la professeure d'anglais. Voilà, donc on a Madame Bastide, la CPE, qui vient de reprendre après sa maternité, est très intéressée aussi par le projet. Bon, c'est super. Donc voilà. On a... Et 2 AED aussi, Enzo et Lilou. Ok, super. Donc on a un collège très mobilisé là. Oui. Oui, bien sûr. Des ambassadeurs parents. Par exemple, j'ai une licence en design UX. Ce projet m'intéresse beaucoup. D'accord. Alors là, eh bien, écoutez, en tout cas, on sera très... alors, c'est pas officiellement, on n'a pas officiellement désigné d'ambassadeurs parents dans le projet, mais c'est quelque chose que je peux soumettre quand même au consortium. Et en effet,
les retours du coup de quelqu'un qui a un regard voilà, un regard comme ça qui peut vraiment nous aider, ça serait super. Et en fait, moi, on va dire en parallèle de tout ce qui est de l'application, ce qui va se passer aussi au collège, c'est d'avoir des petits ateliers, sûrement menés avec les élèves et les AED, par exemple, entre midi et 2, ponctuellement, ouverts, c'est pas une obligation, c'est pas des trucs en plus, mais où on peut faire des petites interventions. Voilà, la dernière fois, je sais qu'il y avait mes petits, enfin pas mes petits, mes parents, pardon, ma petite team qui est venue pour m'aider pour les rencontres parents-profs, mais voilà, c'est aussi inventer quelque chose où en fait on fait équipe, c'est-à-dire que vous allez dire, ben, nous on aurait besoin de ça, que c'est pas ça à l'école parce qu'à la maison, ben voilà, c'est compliqué pour les petits écrans. Et nous vraiment on est là on est très mobilisés au collège par rapport à ça, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés là qui se sont un peu télescopées les unes et les autres. Donc du coup c'est vraiment aussi de dire, ben voilà, moi des parents ambassadeurs de quelque chose comme ça, être les relais entre parents, je trouve que c'est toujours plus efficace que le prof qui dit non il faut faire ci ou ça. Si le parent dit ah mais tu sais j'ai fait ça, donc du coup peut-être ça peut être beaucoup plus coopératif, enfin c'est plutôt ma façon de voir les choses, donc vraiment bienvenue. Et moi je trouverais toujours à faire avec une équipe, je pensais aussi, peut-être des cafés des parents où on pourrait, au-delà de la présentation, discuter ensemble de qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on peut faire avec les enfants, sans les enfants, après les enfants, voilà. Tout est possible, je suis vraiment... Et ça, nous, on est aussi vraiment à votre disposition pour organiser ce genre de choses avec vous. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Voilà, on a un médecin, un psychologue quand même qui sont là, donc je pense que c'est aussi, voilà... Ça peut être aussi bien de coopérer entre les différents collèges. Il y a 3 collèges de Montpellier et un de Castries. Ça peut être aussi l'occasion de se rencontrer, en plus des collèges européens. Oui, alors les collèges européens, pour vous donner une idée, il y a des visios, du coup, où il y a l'équipe de recherche, les collèges, et on essaye de faire des retours d'expérience. Par exemple, là, le retour d'expérience, c'était sur les premiers pas de l'application, sur les premières réunions parents-élèves. Et après, il y a des réunions physiques. Donc, je vous ai dit qu'en mars, on a eu une réunion en vrai avec les ambassadeurs, enseignants et élèves. Ça, c'était avec les collèges Croix d'Argent. Et ça, c'était très rigolo parce que du coup, on a des ateliers vraiment avec tous les jeunes ensemble. Alors, bien sûr, c'est difficile de faire autrement que de faire ça. On fait ça en anglais. On aide bien sûr les jeunes pour qu'ils s'accrochent bien, etc. Mais c'est sûr que ça demande pour les jeunes et les enseignants d'avoir un petit background d'anglais quand même, c'est mieux. En tout cas, on peut le préparer dans la... Enfin voilà, ça rajoute aussi une compétence, au projet, je trouve un intérêt... Pour pratiquer en vrai, pourquoi on parle anglais en fait. C'est ça. Et puis, mais c'est très bienveillant, c'est très ludique, c'est sous forme d'ateliers, de jeux, c'est plutôt, c'est vraiment sympa. Et il y aura d'autres, dans les années, l'année prochaine, il y aura sûrement une autre réunion comme ça en présentiel. Donc on ne peut pas emmener de très gros groupes, mais c'est sûr que le Collège Croix d'Argent est en partie déjà. Les priorités seront sur les autres collèges. Donc ça, ayez en tête que dès qu'on a les dates, on peut vous... Voilà. Et puis c'est bien sûr tout pris en charge par le projet. Ça, c'était notre lieu de rencontre. C'était quand même sympa. Hein. Ouais, franchement, on s'est bien amusé. On avait l'impression d'être chez Harry Potter. Hein. C'était un peu l'ambiance. Donc là, on s'est amusé. Alors, les parents, on parlait des parents. Donc, participer aux sessions d'information, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et puis, vous allez voir que l'établissement va vous transmettre des documents, les fiches d'information, etc. Donc là où on en est sur tous ces documents-là, ils sont en train d'être validés par la commission d'éthique pour qu'on soit très bien dans les clous. Et vous avez maintenant une adresse internet à laquelle l'équipe de recherche peut répondre à des questions, parce que vous pouvez peut-être rentrer après cette session d'information en vous disant j'ai oublié de poser des questions, ou j'ai un truc qui me revient, ou j'ai pas compris ça.
vous nous écrivez. Et puis après, donc sur l'année 2, on vous expliquera bien les modalités du consentement parental, mais il y aura une fiche à retourner à l'équipe des ambassadeurs enseignants et un code pour entrer dans l'application, pour le déverrouillage. Et je pense qu'on est arrivé quasiment à la fin. Ça, c'était juste le schéma qui reprend tout ça. Là, je vous donne les durées des évaluations. 1 heure pour la grosse évaluation au départ, une autre pareille à 3 mois et une autre finale à 6 mois. Une fois par mois, vous avez des petits questionnaires de 5 minutes et dans la semaine au début et à la fin, vous avez des toutes petites questions qui demanderont 5 minutes par jour. Donc ça, c'est la façon dont les questionnaires et les jeux se seront déployés. C'est là où on la fera en classe, je pense que... Oui. Ouais. Et peut-être même la 3 et 6. La 3 et la 6, ou au moins la 6. Oui. Ouais. Mieux. J'ai juste l'info pour l'appli. Je viens de regarder sur mon téléphone. Alors, c'est pas l'appli définitive puisqu'elle est en test, mais elle prend moitié moins de place que Pronote, que ton appli Pronote. Ok, merci. Beaucoup, hein. Okay. C'est une bonne info et ça, je garderai le... Voilà. Donc ça, c'est des choses que je vous ai déjà dites. Il y a un anonymat, donc l'équipe ne sera jamais en mesure d'identifier le participant. Le recueil des données, c'est de l'application. Il n'y a pas de recueil sur le contenu. Les procédures éthiques, comité de protection des personnes, CNIL, RGPD, tout ça, ce sera respecté à la lettre. Et vous avez un site internet qui donne des informations sur le projet, Internet Only, qui vous donne des informations globales sur le projet. Vous avez le contact de l'équipe coordinatrice du Royaume-Uni qui est à l'université du Hertfordshire et notre mail à nous de l'équipe française. Parce qu'en fait, en France, il faut savoir que Montpellier est le seul site. On n'a pas d'autres sites en France. On a les 4 collèges, 3 à Montpellier et 1 Castries. Et au fur et à mesure, il n'est pas impossible qu'on en recrutera plus parce que notre contrat, c'est d'avoir 500 participants minimum pour la première année. Et après, voilà. C'est ça. Vous savez que vous avez du recrutement à mettre en place. Hein. Ouais. Donc les ambassadeurs, là, il faut nous aider. Parce que... Et peut-être les parents, en parlant à vos... Voilà, si vous avez des familles que vous connaissez, pour leur dire, ça aussi, faire le relais, parce que c'est un peu compliqué. Des fois, on a tellement d'informations qui viennent du collège qu'on est un peu saturé d'infos. Et donc, peut-être, voilà, si vous y trouvez vraiment un intérêt de vous-même faire le relais, de diffuser. C'est ça l'idée. C'est ça aussi qui peut être... voilà. Je crois qu'on a fini. Ouais. Voilà, ça c'est nous. Voilà. Et puis ça c'est l'équipe. Alors ça ce sont les différents pays qui participent. Donc vous voyez que je vais en oublier, mais c'est pour ça que je l'ai mis là. Il y a donc le Royaume-Uni, il y a l'Allemagne, il y a Cambridge. Alors il faut savoir qu'il y a des équipes qui participent au recrutement. Et puis il y a des équipes qui participent à des aspects techniques de développement de l'application. Il y a des équipes qui s'occupent des algorithmes. Donc il y a des équipes qui ne participent pas au recrutement. Mais le recrutement, sûrement, il y en a au Portugal, en Allemagne, il y en a en Lituanie. En Lituanie, j'ai dit Portugal, la France, en Espagne, en Suisse. Et je pense que c'est, voilà, pour les équipes de recrutement de jeunes, c'est ça. Il y a des Néerlandais. Ah, des Néerlandais, oui. L'équipe technique, elle est à Ulm, à l'université. Mais en fait, il y en a plusieurs, parce que les aspects techniques étant nombreux dans ce projet, mais le développement de l'application, c'est l'équipe qui l'a fait. Et il y a une équipe, alors ça c'est les Portugais qui font tout l'engagement des jeunes et qui animent les ateliers par exemple aussi. Hein. Donc ça, ils ont une compétence spécifique là-dedans et ils font toutes les... voilà, ils animent les bootcamps, les réunions présentielles, etc. Et voilà. Bon, merci d'avoir tenu le coup. Voilà. Bon.
Bah écoutez, si vous avez d'autres questions, on peut encore vraiment échanger si vous avez encore des points à voir. J'ai une question. Oui. Pendant la phase de recueil des données, est-ce que vous allez poser des questions aussi sur ce qui ferait que les jeunes soient d'accord pour avoir la phase, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils pourraient jouer pour que tous les jeunes aient envie d'avoir cette appli qui contrôle mais qui les aide à mieux utiliser. Je pense que ça peut être vécu comme une contrainte. Oui. Je pense que ça, c'est vraiment ce qui va se passer l'année de la faisabilité. Ça, c'est vraiment des questions de... Oui, en effet, qu'est-ce qui vous inciterait à l'installer et à l'utiliser? Parce que ça, c'est évident qu'on est bien conscient pour faire quand même beaucoup d'interventions dans tous les domaines, y compris maintenant pas mal. C'est le fait de... Il faut utiliser. Ça ne sert à rien d'installer une application et de la laisser dormir et de ne pas l'utiliser. Donc il faut l'activer et on essaiera de faire en sorte que l'application soit ludique en utilisation, c'est-à-dire qu'elle se réveille au bon moment, qu'elle envoie les notifications au bon moment, que ce ne soit pas justement pas vécu comme contrôlant, mais plutôt comme auto-sensibilisant plutôt. Hein, voilà, c'est plus faire appel à l'esprit critique. C'est pour ça qu'on la développe avec les jeunes. Oui, une question là, une question là. Oui. Mais du coup, est-ce que, j'ai pensé aussi à un système comme ça, c'est par exemple chaque soir envoyer une notification pour dire si on a fait le questionnaire ou pas? Oui, mais ça, en effet, alors l'application d'évaluation, elle fait ça. Oui, et elle envoie des rappels aussi. Beaucoup d'applications le font. Toi, tu avais une question aussi? Oui, combien de collèges en France font ça? Alors, en fait, c'est surtout Montpellier. Hein, il n'y a pas d'autres centres que Montpellier et Castries. Donc, il y a en gros 3 collèges à Montpellier et le collège de Castries pour le moment. Il en faudrait combien? On va voir. Si on a besoin de plus de collèges, on sensibilise des collèges actuellement pour voir si vraiment on voit qu'il faut plus, on essaiera d'activer plus. Mais déjà, nous, si on arrive, vous êtes normalement 30 dans la team numérique. Si vous arrivez à chacun à avoir 3 copains qui intègrent, ben on est bon. C'est beaucoup parce que nous, on n'est que 600. Ouais. Donc, ça ferait un 6e du collège qui participerait. C'est un sacré challenge. Oui, ce serait formidable. Voilà. Parce que l'objectif de 500, c'est en France. Oui, c'est sûr. C'est pas par collège, mais Et ça s'adresse aux 5, enfin il faut avoir 12 ans, donc en 5e a priori. Parce que là, l'année prochaine, on ne peut pas recruter les 6e qui arrivent. Les 6e entrants, ça ne va pas fonctionner, c'est bien dommage. Après, ils pourraient faire partie de quand même la team numérique parce qu'après, ils vont monter. Donc, aux ateliers, si on fait des ateliers. C'est ça, s'il y a des ateliers, les 6e peuvent tout à fait, ils ne feront pas la phase active application, mais il faudrait la phase atelier. Peut-être amenés à faire la phase de faisabilité l'année d'après. Voilà. Donc c'est pas plus mal de les engager tôt, ils connaissent déjà un peu le projet. Et puis on attend vraiment on veut vraiment que ce soit fait par les jeunes, c'est pour les jeunes et c'est par les jeunes. Et nous, on veut être quand même des facilitateurs, mais il faut que ça leur plaise à eux. C'est pas à nous que ça doit plaire, c'est à eux et c'est à eux que ça doit servir. Donc on sera très attentif à vos retours à vous. D'accord? En fait, c'est ce qu'on cherche, que vous nous disiez ce qui fonctionne, ce qui est bien, ce qui fait que cette appli, vous iriez la garder sur votre téléphone ou pas. C'est tout ça qu'on cherche à savoir. Ça, on peut pas. En tant qu'adulte, en fait, on n'est pas sensible aux mêmes choses que quand on est ado, donc on ne peut pas savoir à votre place. Nous, il y a des choses qu'on trouve bien et vous allez dire oh, ça. Non. Voilà, ouais, c'est ça. Okay. Bon, bah, écoutez, vous avez vraiment été super participatif et j'espère que ça vous aura. Et merci vraiment de votre implication parce que j'ai un peu prévenu un peu au dernier moment. Donc merci beaucoup d'être venu parce que j'ai donné l'information que le lundi. Et du coup, j'étais pas là. Voilà, donc merci beaucoup. Vraiment, on apprécie beaucoup.